Tout ceci se trouve à l'emplacement de l'ancien labyrinthe. Ces édifices comptent encore parmi les plus incroyables jamais construits par l'humanité. Depuis des siècles, la Grande Pyramide est étudiée, mesurée et sujette à débat. Chaque pierre, chaque angle, chaque passage avait été cartographié, du moins le pensions-nous. Mais en 2025, une équipe de chercheurs a mis au jour quelque chose d'enfoui profondément sous ses fondations. Quelque chose auquel personne ne s'attendait. Leur découverte était non seulement inattendue, mais aussi troublante. Grâce à l'archéologie, aux textes anciens et même à la compréhension de l'ingénierie de la pyramide, les habitants de la pyramide reprennent vie pour nous. La pyramide qui ne devrait pas exister. Se tenir pour la première fois devant la grande pyramide de Gizeh est une expérience bouleversante. La chaleur du désert monte et sa façade de pierre colossale semble s'élever à l'infini vers le ciel. De loin, elle ressemble à un simple triangle posé sur le sable. Mais plus on s'approche, plus l'atmosphère devient troublante. Son ampleur est tout simplement stupéfiante. La pyramide culmine à près de 150 mètres de hauteur et sa base s'étend sur plus de 5 hectares. Elle est composée de plus de 2,3 millions de blocs de calcaire et de granit, dont certains pèsent jusqu'à 70 tonnes. Il est composé d'environ 2,3 millions de blocs de pierre, pour un poids estimé à 6 millions de tonnes. Chaque bloc a la taille d'une petite maison. Même avec les grues et les camions modernes, déplacer et empiler un seul de ces blocs exigerait une planification extrêmement minutieuse. Pourtant, des milliers de ces pierres massives ont été placées avec une précision remarquable il y a plus de 400-500 ans. Ce qui est encore plus troublant, c'est la précision de la construction. La base de la pyramide est presque parfaitement horizontale aux 4 coins. La différence de hauteur est inférieure à 5 cm. Les ingénieurs qui ont étudié la pyramide admettent que les bâtisseurs ont atteint un degré de précision qui semble impossible sans outils sophistiqués. Il ne s'agissait pas d'un simple empilement de pierres, mais d'un exploit d'ingénierie à une échelle qui défie encore aujourd'hui les limites du possible. L'orientation de la Grande Pyramide est l'une de ses caractéristiques les plus énigmatiques. Chaque face est orientée presque exactement vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. L'orientation de la Grande Pyramide est extrêmement proche du nord géographique. Les ingénieurs modernes, même avec des satellites et des instruments laser, peinent à atteindre une telle précision. Pourtant, les bâtisseurs de Gizeh y sont parvenus il y a plus de 400-500 ans, sans boussole ni outils sophistiqués. Certains chercheurs pensent qu'ils se sont basés sur la position des étoiles, tandis que d'autres suggèrent qu'ils utilisaient l'ombre du soleil. Mais ces méthodes auraient dû laisser des traces. Or, ici, il n'y en a pratiquement aucune. Cela soulève une question troublante. Comment une civilisation aux moyens technologiques si limités a-t-elle pu aligner un monument de cette taille avec une précision supérieure à celle de la plupart des projets modernes? Des écrits anciens indiquent que la pyramide fut construite sous le pharaon Khufu, durant la 9e dynastie, vers 2600 avant notre ère. Sa construction aurait nécessité 20 ans et des dizaines de milliers d'ouvriers. Pourtant, les documents qui devraient exister ont disparu. Aucun plan, aucun pamphlet détaillé décrivant les méthodes, aucune instruction technique n'a été retrouvée. Si ce fut véritablement le projet le plus ambitieux d'Égypte, pourquoi les preuves de sa construction sont-elles si vagues? Pourquoi n'existe-t-il aucun récit détaillé des outils, de la main-d'œuvre ou des stratégies employées? Et pourtant, malgré tout son mystère, la Grande Pyramide n'a pas fini de nous surprendre. Ces dernières années, la technologie a permis aux chercheurs d'explorer le plateau comme jamais auparavant. Ce qu'ils ont commencé à découvrir sous la surface suggère que la véritable histoire de Gizeh pourrait être encore plus étrange que le monument qui s'élève au-dessus, le radar qui a tout changé. En mars 2025, une équipe de recherche italienne dirigée par le professeur Corrado Malanga a installé un géoradar à Gizeh dans le but d'explorer la structure sous la Grande Pyramide. Si le radar avait déjà été utilisé sur des sites archéologiques, cette fois-ci, la technique était différente. L'équipement avait été modernisé pour pénétrer plus profondément et fournir des relevés plus précis que lors des campagnes précédentes. L'équipe s'attendait à découvrir des fissures dans la roche-mère ou des cavités peu profondes,
rien de plus. Au lieu de cela, ce qui apparut sur le radar les stupéfia. Les relevés révélèrent d'étranges formations à plus de 600 mètres sous le plateau. Il ne s'agissait pas de formes irrégulières ou aléatoires comme des couches rocheuses naturelles. Elles étaient symétriques, s'enroulant en spirale vers le bas de manière à paraître structurées. Au début, l'équipe de Malanga pensa à un dysfonctionnement de l'appareil, mais les relevés furent répétés, furent répétés à maintes reprises, et les images restèrent identiques. Les formations étaient trop précises pour être ignorées. Si le radar était exact, il ne s'agissait pas d'accident géologique, mais d'une formation délibérée. La nouvelle de ces découvertes se répandit rapidement, tout comme les débats. Les partisans de l'équipe la qualifièrent de l'une des découvertes les plus importantes de l'archéologie égyptienne depuis des décennies. Les critiques, quant à eux, la rejetèrent comme une illusion. Zahi Hawass, l'une des voix les plus reconnues de l'égyptologie, s'exprima à ce sujet. Il insistait sur le fait que les images basant un radar étaient déformées par la densité du calcaire et du granit du plateau et que ce qui ressemblait à des cavités n'était en réalité que du bruit de signal ou des fractures naturelles dans la roche-mère. Mais Malanga et son équipe n'ont pas cédé. Leurs données avaient été vérifiées et les tendances étaient trop cohérentes pour être ignorées. 3 mois plus tard, en juin 2025, l'équipe est revenue avec des scanners améliorés. Les nouvelles images ont révélé bien plus encore. Sous la pyramide se trouvaient de vastes espaces, creux s'étendant sur différents niveaux. Certains avaient la taille de piscines olympiques, d'autres descendaient en puits verticaux. D'étroits couloirs les reliaient selon des motifs qui semblaient intentionnels. Selon des rapports non vérifiés, certaines zones réfléchissaient même les signaux différemment, suggérant que les murs pourraient s'en contenir des matériaux autres que de la simple pierre. Les implications étaient stupéfiantes. Si ces espaces étaient véritablement artificiels, alors la pyramide de Gizeh n'avait pas seulement été construite sur la roche. Elle avait été construite sur quelque chose de caché. La profondeur, l'échelle et la symétrie indiquaient une intention qui n'avait pas été reconnue dans l'histoire de l'Égypte. Lorsque les données des relevés de joints ont été assemblées, elles ont révélé non pas des vides aléatoires, mais le contour d'un vaste labyrinthe souterrain, le labyrinthe d'en bas. Lorsque les scans de joints 2025 furent assemblés en un modèle 3D complet, les chercheurs se pressèrent sous la tente de contrôle, les yeux rivés sur les écrans lumineux. Au début, les images révélaient des vides épars sous la pyramide. Mais à mesure que le logiciel superposait les scans, l'image se transforma. Des lignes commencèrent à se connecter, formant des motifs reconnaissables. Les chambres s'alignèrent avec les puits. Des puits avec des couloirs et ce qui ressemblait à un plan souterrain commencèrent à se dessiner. Le silence se fit dans la pièce. D'après les témoignages, plusieurs scientifiques se sont regardés avec incrédulité. Ce qu'ils voyaient n'était pas une formation géologique aléatoire. C'était organisé. C'était planifié. Le labyrinthe s'étendait sur des centaines de mètres sous le plateau. Des salles de dimensions variées apparurent, certaines assez vastes pour rivaliser avec les salles de concert modernes, d'autres pas plus grandes que des entrepôts. D'étroits couloirs serpentaient entre elles, s'enfonçant sur plusieurs niveaux, et des puits verticaux plongeaient dans le sol, comme pour relier les différentes strates du système. L'échelle était déjà stupéfiante, mais l'agencement était encore plus inquiétant. Il paraissait fonctionnel et pourtant décoratif. Puis vint un détail qui bouleversa davantage l'équipe. Certains passages semblaient alignés avec des sources d'eau souterraines, dissimulées profondément sous le plateau. Si cette interprétation était correcte, cela signifiait que les bâtisseurs avaient conçu le labyrinthe pour interagir avec les flux d'eau naturels. Une compréhension des eaux souterraines bien plus avancée que ce que les historiens attribuent généralement à l'Égypte antique. Pourquoi un système funéraire supposé aurait-il nécessité un contrôle aussi précis de l'eau? Était-il destiné à assurer la survie de ceux qui y pénétraient? Ou aurait-il pu être construit pour utiliser la force de l'eau elle-même à des fins inconnues? À mesure que les images du scanner circulaient, les comparaisons ne tardèrent pas à fuser. Certains chercheurs remarquèrent que la conception faisait écho à d'anciennes légendes concernant des salles cachées sous l'Égypte,
censés abriter un savoir scellé par des prêtres il y a fort longtemps. Ces histoires avaient longtemps été considérées comme du folklore, mais les images radars les rendaient plus difficiles à ignorer. La symétrie délibérée du labyrinthe ressemblait précisément aux récits autrefois pris pour de la fantaisie. Les spéculations se multiplièrent à mesure que les experts examinaient les données de plus près. Certains suggérèrent que ces passages auraient pu servir de sanctuaire, réservé à une poignée d'élus, chargés de préserver leurs secrets. L'atmosphère au sein de l'équipe devint tendue. Plus ils étudiaient le labyrinthe, moins il ressemblait à une simple structure souterraine. Et juste au moment où les chercheurs pensaient en avoir cartographié l'étendue, les scans révélèrent tout autre chose. Une chambre qui ne correspondait en rien au schéma initial. La chambre qui refusait de parler. Lorsque les scans du labyrinthe souterrain furent examinés de plus près, un détail stupéfia les chercheurs. Au centre de la carte, entouré de couloirs et de puits, se trouvait un vide, différent des autres. Il ne faisait pas partie du labyrinthe. Il n'était pas relié au réseau. Cet espace était totalement isolé. Aucun tunnel n'y menait, aucun escalier n'y était relié, aucun puits n'y descendait. Il était là, inaccessible, scellé de toutes parts. Au début, certains se demandèrent s'il s'agissait simplement d'une poche géologique, une bulle dans la roche. Mais plus ils étudiaient les images, plus cette théorie devenait difficile à défendre. Le vide était trop symétrique, trop lisse, ses contours trop nets. Les formations naturelles sont généralement irrégulières, mais cette cavité semblait délibérée, comme creusée intentionnellement. La nouvelle se répandit discrètement dans la tente. Quelqu'un, dans un passé lointain, avait construit une chambre aux dimensions colossales, puis l'avait scellée à jamais. Pourquoi quelqu'un aurait-il fait une chose pareille? Les théories sont fusées presque aussitôt. Certains archéologues ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'un caveau, un entrepôt caché destiné à protéger les trésors des pilleurs de tombes. Mais la chambre était si vaste que cette explication paraissait improbable. Elle surpassait de loin les chambres funéraires ordinaires, ressemblant presque à une salle ou une arène. Quel type d'objet ou de matériaux pouvait bien nécessiter un espace clos aussi immense? Des rapports non vérifiés affirmaient que le radar avait capté des signaux plus denses à l'intérieur du vide, suggérant la présence de quelque chose en son centre, mais les analyses n'avaient pas permis d'identifier sa nature. Était-ce de la pierre? Du métal? Ou, comme certains le murmuraient, une matière organique? Cette possibilité troublait même les experts les plus sceptiques. Certains membres de l'équipe commencèrent à chuchoter à propos de légendes anciennes, d'histoires et de chambres interdites censées contenir des connaissances ou des reliques trop dangereuses pour le monde. Les employés locaux auraient refusé de parler de la chambre, affirmant que cela leur rappelait les histoires que leur racontaient leurs grands-parents, des histoires de caveaux maudits qui apportaient la mort à quiconque tentait de les ouvrir. Les historiens peinaient à trouver une explication rationnelle. Si cela n'était dû qu'à la géologie, les fouilles finiraient par prouver le contraire. Mais si c'était réel, alors les bâtisseurs de la pyramide avaient déployé des efforts extraordinaires pour créer une chambre où aucune main humaine ne pouvait pénétrer. Cette décision à elle seule avait une implication glaçante. Sceller une pièce de manière aussi hermétique ne pouvait signifier que deux choses. Il était destiné à préserver quelque chose de sacré ou à contenir quelque chose qui ne devait jamais être divulgué. Alors que l'équipe étudiait le vide tard dans la nuit, l'un des chercheurs principaux murmura qu'il ressemblait à une cellule de prison creusée dans la terre. Un autre admit plus tard qu'il ne pouvait se défaire de l'idée qu'ils avaient mis au jour un avertissement, un message silencieux laissé par les anciens. Et ce soupçon ne fit que se renforcer lorsque les chercheurs commencèrent à comparer la découverte avec des récits et des documents du passé égyptien où des rumeurs concernant des chambres cachées circulaient depuis des siècles. Des murmures du passé. L'un des plus anciens témoignages nous vient de l'historien grec Hérodote, qui visita l'Égypte aux alentours du Ve siècle avant notre ère. Il décrivit des passages souterrains sous les pyramides, affirmant qu'ils étaient reliés au Nil par des canaux cachés. Selon ses écrits, ces passages étaient destinés à transporter le corps du pharaon jusqu'à une chambre secrète, scellée afin de le préserver pour l'éternité. Plus tard, les érudits ont rejeté une grande partie des écrits d'Hérodote, les qualifiant d'exagération ou de mythe. Pourtant, ces propos résonnent aujourd'hui étrangement
avec ce que les analyses modernes suggèrent être la réalité. Au Moyen Âge, les chroniqueurs arabes ont enrichi le mystère. Ils ont décrit des chambres interdites sous le sable de Gizeh, des chambres scellées par des malédictions et gardées par des forces invisibles. Certains textes racontent comment les souverains locaux ont tenté de pénétrer dans ces voûtes pour être aussitôt frappés par des catastrophes. Pour beaucoup dans la région, les pyramides n'étaient pas de simples tombeaux, mais des avertissements. L'idée que certaines chambres étaient scellées à jamais n'était pas une simple spéculation. Elle faisait partie intégrante de leur histoire et de leur foi. La légende la plus tenace est celle de la salle des archives. Transmise à travers les siècles, elle raconte l'histoire d'une bibliothèque cachée, enfouie quelque part sous le plateau de Gizeh. Selon ce récit, ces archives recelaient la sagesse d'une civilisation disparue bien plus ancienne que l'Égypte elle-même. Certaines versions affirment qu'elles furent laissées par les survivants de l'Atlantide. D'autres prétendent qu'elles contenaient le savoir des dieux. Les croyants affirment que la salle a été cachée délibérément, son contenu étant trop puissant ou dangereux pour les humains ordinaires. Les sceptiques sont toujours considérés cette histoire comme une pure fantaisie. Pourtant, chaque nouvelle découverte sous les pyramides lui redonne vie. Même aujourd'hui, les mythes entourant Gizeh persistent. Certains chercheurs pensent que les pyramides servaient sans de gigantesques chambres fortes du savoir, destinées à préserver les archives face aux inondations, aux guerres et à l'effondrement des royaumes. D'autres avancent une hypothèse plus sombre. Il se pourrait qu'il s'agisse de prisons, non pas conçues pour protéger le passé de l'humanité, mais pour enfouir quelque chose de trop dangereux pour être laissé à découvert. Selon des témoignages non vérifiés, même des ouvriers locaux, dévoués locaux vivant près du plateau parlent de chambres fortes maudites, scellées par les anciens, et affirment que les déranger auraient des conséquences inimaginables. Pendant des décennies, les archéologues ont balayé ces récits d'un revers de main, les considérant comme de simples légendes. Mais les récentes analyses révélant des anomalies sous la pyramide de Khafra ont commencé à modifier la donne. Et si les passages d'Hérodote étaient réels? Et si les chambres interdites des chroniqueurs arabes n'étaient pas des mythes? Mais la description de ces mêmes cavités scellées désormais visibles sur les radars modernes? Et si la salle des archives n'avait jamais été une métaphore, mais un espace réel délibérément dissimulé sous le désert? À l'intérieur de la tente de contrôle, les chercheurs revenaient sans cesse examiner les images. Couche après couche, les données révélaient des formes qui semblaient faire écho aux récits anciens. Le plus troublant n'était pas seulement l'existence de ces légendes, mais leur concordance apparente avec les observations des instruments modernes. D'après les témoignages, l'équipe s'inquiétait de plus en plus à mesure que les images s'affinaient. Certaines anomalies laissaient entrevoir de faibles marques le long des parois de la chambre. D'autres formes ressemblaient à des amas étroits, agencés d'une manière qui ne correspondait pas à la roche naturelle. L'éventualité qu'il s'agisse d'inscriptions, voire de vestiges, donna soudain au mythe un aspect moins fantaisiste et plus celui d'avertissement. Les marques, les vestiges et la découverte troublante. À chaque passage du radar, des détails inattendus se révélaient. Au départ, le scan suggérait de simples cavités. Mais à mesure que les images gagnaient en netteté, de faibles traces commencèrent à tapisser les parois de certaines chambres. Il ne s'agissait pas de simples rayures. Elles suivaient des lignes et des courbes délibérées, formant des motifs ressemblant à des symboles. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'inscriptions. Mais ce qui troublait l'équipe, c'était leur absence de ressemblance avec les hiéroglyphes égyptiens. Si cette hypothèse était exacte, elle indiquait un système de communication différent, peut-être même plus ancien que la civilisation ayant bâti les pyramides. Cette découverte à elle seule suffisait à diviser les opinions. Les chercheurs reconnus mettaient en garde contre les risques d'erreurs d'interprétation des données radar, soulignant que des formes pouvaient parfois apparaître là où il n'y en avait pas. Or,
Les scans étaient incohérents et les mêmes traces apparaissaient systématiquement. Pour certains, cela laissait entrevoir l'existence d'un groupe inconnu ayant laissé sa marque profondément sous Gizeh, une culture dont la présence avait été effacée de l'histoire. Cette idée même a ébranlé l'égyptologie dans ses fondements, car elle remettait en cause la croyance fondamentale selon laquelle la civilisation égyptienne avait été la première à façonner le plateau. Si une autre culture y avait gravé des symboles en premier, alors le rôle de l'Égypte comme berceau de la construction des pyramides était remis en question, et la chronologie de l'histoire humaine elle-même devait être réécrite. Le malaise s'est accru lorsque les analyses ont révélé quelque chose d'encore plus troublant. Les niveaux les plus profonds du labyrinthe contenaient des formes allongées disposées en longs et étroits groupes. Elles ne ressemblaient pas à des dépôts de pierre, mais plutôt à des rangées de restes squelettiques. La géologie naturelle ne produit pas de tels motifs, et l'hypothèse qu'il puisse s'agir de corps humains était difficile à écarter. Les théories se sont rapidement répandues, chacune plus macabre que la précédente. Certains ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'ouvriers scellés après leur travail, ensevelis dans le cadre du processus de construction. D'autres ont suggéré qu'il pouvait s'agir d'esclaves sacrifiés pour garantir que les chambres restent fermées à jamais. L'hypothèse la plus glaçante était celle de prisonniers délibérément enterrés vivants pour protéger un trésor qui ne devait jamais s'échapper. Selon certains témoignages, plusieurs membres de l'équipe de numérisation furent visiblement bouleversés à l'annonce des données. Un technicien aurait murmuré « Si ce sont des corps, ce n'est pas un tombeau. C'est une scène de crime. » La combinaison de possibles marques et de restes humains apparents dressait un tableau presque insoutenable. Elle laissait penser que ce système souterrain n'était pas un lieu d'honneur, mais un lieu de contrôle. Au lieu de célébrer la vie après la mort, il aurait pu être conçu pour enterrer les vivants avec les secrets que les anciens voulaient dissimuler. Les inscriptions, si elles étaient authentiques, révélaient une intention. Ces restes, s'ils étaient authentiques, impliquaient un sacrifice. Ensemble, ils indiquaient un but qui n'avait rien à voir avec l'hommage rendu au roi. À mesure que l'équipe comparait les données, une conclusion glaçante se dessinait. Elle ne s'est pas imposée d'un coup. Elle s'est construite progressivement, au gré des anomalies et des relevés inexpliqués, jusqu'à devenir incontournable. La chambre scellée sans entrée, les passages obstrués qui semblaient avoir été volontairement remplis, les longs amas ressemblant à des corps humains. Tout cela semblait décrire quelque chose de bien plus délibéré qu'un simple lieu de sépulture. Le complexe souterrain ne ressemblait pas à une nécropole, mais plutôt à un système de confinement. Un vide isolé trônait au centre, tel un noyau verrouillé. Autour s'étendaient des strates de chambres et de couloirs qui évoquaient moins des espaces cérémoniels que des barrières. Certains passages s'interrompaient brusquement contre d'imposants murs, comme s'ils avaient été délibérément taillés puis scellés. D'après des témoignages non vérifiés, certains puits présentaient même des signes d'effondrement, comme si les constructeurs avaient détruit l'accès après l'avoir condamné. Les spécialistes qui ont analysé les données ont remarqué un autre détail qui a accentué le sentiment d'effroi. Plusieurs passages semblaient correspondre à des cours d'eau souterrains naturels. Ce détail suggérait que l'eau avait peut-être été utilisée délibérément, non pas à des fins rituelles, mais comme élément essentiel de la conception même du site. Des inondations auraient pu être provoquées pour bloquer l'accès aux intrus, ou l'eau aurait pu être détournée pour former des barrières, isolant une section d'une autre. Les chambres funéraires ne nécessitaient pas ce type d'ingénierie, ce qui rendait la découverte d'autant plus troublante. Si les relevés étaient exacts, il ne s'agissait pas seulement d'architecture, mais d'un système conçu pour isoler, contrôler et contenir. Sous l'attente de contrôle, la réaction émotionnelle fut immédiate. Certains chercheurs étaient furieux, persuadés que ces découvertes seraient balayées d'un revers de main, aussi solide que soit l'épreuve. D'autres éprouvaient une peur véritable, croyant avoir mis au jour quelque chose qui leur était interdit. Le silence des archives concernant ce système semblait soudain délibéré, comme si l'absence de texte était un choix et non un hasard. Des murmures s'empandirent dans l'équipe. Certains parlaient de
parlaient de prison. D'autres évitaient ce terme et préféraient celui de confinement, mais le sens était le même. Le labyrinthe souterrain ressemblait à une serrure. La pyramide qui le surplombait évoquait le couvercle d'un coffre-fort. Ensemble, ils formaient un système qui semblait davantage un avertissement qu'un monument. Si cette interprétation est juste, alors la grande pyramide de Gizeh n'a jamais eu pour seul but la glorification d'un souverain ou son passage dans l'au-delà. Il s'agissait de dissimuler quelque chose de bien plus dangereux. C'était pas un simple tombeau, mais une véritable barrière. Et le plus troublant n'est pas seulement ce qu'il renferme, mais aussi la raison pour laquelle les bâtisseurs ont décidé de l'enfouir à jamais, et pourquoi les anciens ont décrété que le monde ne devait plus jamais le voir. À votre avis, à quoi servaient réellement les pyramides? Un tombeau, un monument, ou quelque chose de bien plus inquiétant? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous serions ravis de connaître votre théorie.